It's Christmas Eve, all who believe Santa is here, but once a year, all girls and boys dream of new toys. Soundly they sleep, wishes to keep. Jing, jing-a-ling, come hear us sing. Breaths on the doors. Le bruit sourd des pneus sur l'asphalte mouillé semblait être un écho de mon agitation. La radio jouait doucement sur une station de jazz, tandis que mes pensées vagabondaient entre les attentes du voyage et un sentiment inconfortable, presque comme une ombre planant au fond de mon esprit. C'était tôt, le genre de moment où le ciel est encore gris et les rues vides, mais mon anxiété ne me laissait pas me détendre. Mon appareil photo reposait sur le siège passager, fixé au boîtier, comme s'il me regardait en silence. Ce voyage était important pour moi, une chance de capturer quelque chose de vraiment spécial. Je savais que le lac Aubercey était célèbre pour sa beauté presque éthérée, et j'en avais besoin, quelque chose qui donnerait vie à mes photographies, qui avaient toujours l'air un peu vide. Peut-être était-ce mon look ou mon manque d'inspiration, mais je croyais qu'il manquait quelque chose. Ce voyage serait la réponse. Alors que je m'approchais d'un feu de circulation, j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, une petite silhouette, presque couverte d'un lourd manteau, traversait la rue d'un pas hésitant. Un enfant, c'était difficile à dire. Son visage était caché sous la capuche, et quelque chose dans sa façon de marcher me donnait la chair de poule. Ce n'était pas quelque chose d'évident ou de menaçant, mais le genre de chose qui vous fait détourner le regard rapidement, sans trop vouloir réfléchir. La lumière s'est ouverte et la voiture derrière moi a klaxonné. J'ai soupiré, accélérant, essayant d'ignorer l'étrange sensation qui s'était installée. L'aéroport n'était pas loin, et le temps de décembre était le genre de froid qui vous brûlait le visage, même à l'intérieur de la voiture. La neige n'avait pas encore atteint le Canada dans toute sa force, mais le vent glacial promettait déjà un hiver rigoureux. J'ai garé la voiture et j'ai pris mes affaires. L'appareil photo, bien sûr, a été le premier à partir. Le sac à dos avec le matériel de rechange pesait un peu plus que ce qu'il aurait dû, mais je n'aimais pas prendre de risques. J'ai verrouillé la voiture et me suis dirigé vers le terminal. À l'intérieur, la chaleur artificielle et la lumière blanche me donnaient un étrange sentiment de soulagement, comme si je laissais quelque chose de sombre à l'extérieur. Je me suis enregistré et j'ai passé la sécurité sans aucun problème, bien que l'agent ait regardé mon appareil photo avec un intérêt inhabituel. « Photographe ?» demanda-t-il, un homme corpulent à l'expression sérieuse. « Oui, c'est pour un travail », ai-je répondu avec un sourire automatique. « Les beaux endroits peuvent avoir des histoires laides », a-t-il déclaré en rendant l'appareil photo. J'ai ri d'un air gêné en attrapant mes affaires. C'était une remarque étrange, mais j'ai décidé de ne pas la prendre au sérieux. Une fois l'embarquement annoncé, je me suis dirigé vers la porte d'embarquement. Le vol était relativement vide et j'ai rapidement trouvé mon siège. Assis, j'ai commencé à revoir les notes dans mon cahier. Il y avait des gribouillages sur les angles, des idées de composition et une liste d'endroits près du lac Aubercey que je voulais visiter. J'étais tellement concentré que je n'ai presque pas remarqué l'homme à côté de moi. Il avait une expression sereine et lisait un vieux journal, aux pages jaunies. « Sur le chemin du retour ?» demanda-t-il, sorti de nulle part. « Pas vraiment. Je vais travailler, » répondis-je en le regardant. « Travailler ? Quel type ? Je suis photographe. Je vais au lac Aubercey en Autriche pour un projet. » Il hocha la tête, mais ne dit rien pendant un moment. Puis il plia soigneusement le journal et regarda par la fenêtre. « C'est un endroit magnifique. Silencieux. Mais attention au silence. Parfois, il parle plus que vous ne le pensez. » J'étais mal à l'aise. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai souri et je suis retourné à mon cahier. Quand je regardais de nouveau, il dormait et le journal reposait sur ses genoux. Le vol s'est déroulé sans incident, mais sa phrase m'a marqué. De quel genre d'avertissement s'agissait-il ? J'ai secoué la tête, essayant de repousser cette sensation inconfortable. Peut-être était-ce juste un commentaire mal interprété. Quelques heures plus tard, lorsque l'avion a atterri sur le sol français, je me suis senti plus léger, presque excité. Il n'y avait rien de tel que d'être en Europe en hiver. Le froid ici avait un charme que le Canada ne pouvait pas reproduire. Les lumières de la ville, les arbres décorés, tout semblait sortir d'une carte postale. Je suis descendu de l'avion avec mon bagage à main et j'ai récupéré le reste à l'atterrissage. L'étape suivante consistait à louer une voiture et à commencer le voyage vers l'Autriche. Mais en me dirigeant vers le comptoir de location, j'ai eu l'étrange impression d'être observé. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne d'assez proche pour me faire face, et même ainsi, le sentiment persistait. Peut-être était-ce la fatigue du vol, ou peut-être mon esprit me jouait des tours. Je l'ai ignoré,
J'ai ajusté l'appareil photo sur mon épaule et je me suis approché du comptoir. Bonsoir, monsieur. Comment puis-je vous aider? Le préposé était un jeune homme sympathique avec un fort accent et un sourire répété. Alors qu'il vérifiait ma réservation, mes yeux se sont égarés vers l'extérieur, où la nuit tombait lentement sur la ville. Dans le reflet de la porte vitrée, quelque chose a attiré mon attention. Dehors, debout sous la lumière d'un lampadaire, il y avait quelqu'un. Il était difficile de distinguer les détails en raison de la réflexion et de la faible luminosité, mais la silhouette semblait familière. Petite, voûtée, le visage caché sous une capuche. J'ai cligné des yeux et j'ai regardé directement la rue. Il n'y avait personne. Très bien, monsieur. Voici les clés. Une Renault, sur le parking C. La voix du préposé me ramena. J'ai pris les clés, les ai remerciés et je suis allé à la voiture, mais l'inconfort a continué. Quand j'ai trouvé la Renault, j'ai jeté mes affaires sur la banquette arrière, je me suis assis derrière le volant et j'ai pris une profonde inspiration. Tu exagères, Gabriel, ai-je pensé. J'ai démarré le moteur, réglé le GPS sur la destination et je suis parti. Alors que je conduisais dans la nuit, la ville a commencé à s'estomper dans le rétroviseur et le chemin solitaire s'est étendu devant moi. Même si j'essayais de me concentrer sur l'objectif, le sentiment que quelque chose n'était pas à ma place ne m'a pas laissé en paix. La route entre l'aéroport et la ville où j'allais passer la nuit était calme, presque silencieuse, avec seulement le bruit constant du moteur pour me tenir compagnie. Les lumières de la ville ont été remplacées par de vastes champs sombres, coupés de grands arbres minces qui se détachaient sur le ciel couvert. La Renault était petite mais confortable, et le chauffage faisait son travail, ce qui était essentiel par une nuit aussi froide. J'avais décidé de passer la première nuit dans une auberge près de l'aéroport avant de prendre la route pour l'Autriche. Ma réservation s'est confirmée à un endroit appelé le refuge des voyageurs, un nom qui semblait promettre du confort, mais que j'ai trouvé plus modeste que je ne l'avais prévu. À mon arrivée, le bâtiment ressemblait à un véritable refuge pour les voyageurs fatigués, avec sa façade en pierre patinée et ses petites fenêtres éclairées par une lumière jaunâtre. Le parking était presque vide, à l'exception d'une vieille voiture qui semblait être là depuis des décennies. J'ai pris mes affaires et je suis entré. La chaleur à l'intérieur du hall a été une bénédiction instantanée. Une cloche a sonné doucement lorsque j'ai ouvert la porte, et une femme d'âge moyen, les cheveux attachés en un chignon serré, est apparue derrière le bureau de la réception. « Bonsoir. Faut-il être Monsieur Moreau ?» demanda-t-elle, avec un sourire amical mais fatigué. J'ai hoché la tête et j'ai tendu mon document. « Bienvenue. Venez-vous de loin ?»« Du Canada. Je vais en Autriche demain. » Elle leva les sourcils, comme si c'était impressionnant. « Oh, l'hiver européen est différent, n'est-ce pas ?» Plus chargé. Je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait dire par « chargé », mais j'ai préféré ne pas demander. Votre clé, la chambre 12, au 2e étage. Le petit déjeuner commence à 7 heures. J'ai pris la clé et j'ai grimpé l'escalier étroit et grinçant. La chambre était petite mais propre, avec un radiateur qui émettait un léger bourdonnement et un lit en bois qui semblait solide, bien que peu accueillant. J'ai laissé mon sac à dos sur le lit et j'ai déballé quelques sacs, n'enlevant que ce qui était nécessaire pour la nuit. Dehors, le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres, mais j'étais à l'aise. Je me suis assis sur la chaise à côté du bureau et j'ai attrapé mon appareil photo, inspectant l'équipement. Tout était en ordre, comme il se doit. J'ai allumé la télévision pour combler le silence, mais la seule chaîne disponible était un programme d'information locale, avec des reportages sur le mauvais temps et quelques incidents mineurs dans la région. Au bout d'un moment, j'ai raccroché et je me suis allongé. J'ai fermé les yeux, essayant de me détendre, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Vers minuit, j'ai entendu quelque chose. Un bruit doux et rythmé venant du couloir. Je me levai lentement, essayant de comprendre ce que c'était. Traces. Ce n'étaient pas des pas normaux, mais quelque chose de léger, presque comme si quelqu'un traînait quelque chose sur le sol. J'ai ouvert la porte lentement, jetant un coup d'œil à l'extérieur. Le couloir était vide, éclairé seulement par la faible lumière d'une lampe au plafond. Les bruits avaient cessé, mais j'étais sûr de les avoir entendus. Je suis resté là quelques instants, à attendre, mais rien ne s'est passé. J'ai fermé la porte et je me suis allongé à nouveau, cette fois en laissant la lumière de la lampe allumée. Je n'ai pas bien dormi. Le matin, après un café rapide et quelques mots gentils de la réceptionniste, je suis remonté dans la voiture et je me suis préparé à commencer le voyage. Le GPS était réglé pour le lac Obercé, à plusieurs heures de route, mais j'étais enthousiaste à l'idée de capturer les paysages uniques de l'hiver européen. La route sinueuse qui traversait la campagne française était tout ce à quoi je m'attendais, de beaux paysages, de grands arbres et de lourds nuages qui semblaient planer plus près du sol que d'habitude. La tranquillité était presque envoûtante,
mais quelque chose à l'horizon me dérangeait. Il y avait une silhouette qui marchait au loin, seule, sur le bord de la route. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était une femme, avec un long pelage noir et des cheveux blonds qui brillaient, même sous le ciel nuageux. Elle ne m'a pas regardé quand je suis passé, mais quelque chose dans sa posture m'a frappé comme étrange. Ce n'était pas le fait qu'elle marchait seule dans un endroit aussi isolé, mais le rythme de ses pas. C'était forcé, comme s'il marchait au lieu de simplement marcher. J'ai regardé dans le rétroviseur, et elle s'était arrêtée. Il s'est légèrement tourné vers moi. Un frisson m'a parcouru le dos, mais j'ai continué à conduire. Elle n'était qu'une voyageuse, peut-être une résidente de la région. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Tard le matin, j'ai décidé de faire une pause dans une petite ville en cours de route. C'était le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps, avec des rues pavées étroites et des maisons en pierre au toit en pente. J'ai garé la voiture à côté d'une boulangerie et je suis entré pour acheter quelque chose à manger. La femme derrière le comptoir, une dame âgée aux mains calleuses et au doux sourire, m'a servi un croissant chaud et une tasse de café. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils semblaient tous suivre un rythme calme, presque synchronisé, comme si la ville avait son propre pouls. Pendant que je mangeais, j'ai sorti l'appareil photo et j'ai pris quelques photos de l'intérieur de la boulangerie. La lumière était belle, filtrée à travers les vieilles fenêtres. En examinant les images dans le viseur, quelque chose a attiré mon attention. Sur l'une des photos, près de la porte de la boulangerie, il y avait une silhouette. Je n'étais pas là quand j'ai pris la photo. J'ai cligné des yeux, zoomant sur l'image. La silhouette était vague, indistincte, mais il semblait que c'était la même femme que j'avais vue sur la route. J'ai rapidement regardé la porte. Rien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rangé l'appareil photo. Peut-être était-ce une coïncidence, ou peut-être que quelque chose n'allait pas avec l'objectif. Quoi qu'il en soit, il était préférable de continuer le voyage avant que mon esprit ne commence à jouer plus de tours. J'ai payé le café et je suis retourné à la voiture, essayant de repousser les pensées perturbatrices. Sur la route de nouveau, le ciel commença à s'assombrir. Il n'y avait pas de neige prévue pour ce jour-là, mais le vent semblait devenir de plus en plus fort, secouant les branches des arbres qui bordaient le chemin. Le GPS m'a indiqué que j'étais dans la bonne direction, mais quelque chose ne semblait pas à sa place. J'ai regardé le tableau de bord de la voiture. Le réservoir d'essence devenait dangereusement bas. Je ne me souvenais pas d'être passé par une station-service récemment, ce qui était étrange, étant donné que la route devait être très fréquentée. J'ai serré le volant, ressentant une vague de nervosité. Les routes ont commencé à sembler plus étroites, plus isolées, et les arbres environnants ont formé un tunnel presque claustrophobe. C'est alors que j'ai vu, au loin, quelque chose qui m'a fait battre le cœur, une silhouette qui traversait la route. J'ai appuyé sur les freins instinctivement, la voiture dérapant légèrement. Quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait personne. Je suis sorti de la voiture, le cœur battant vite. Le silence était absolu, le genre de silence qui fait bourdonner les oreilles. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Ma voix a résonné, mais personne n'a répondu. Soudain, le bruit d'une branche qui se brise est venu à ma gauche. J'ai regardé, mais je n'ai vu que les arbres, immobiles. Je suis rapidement retourné à la voiture, verrouillant les portes. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas exactement quoi. La route semblait s'étendre à l'infini devant moi, une ligne interminable d'asphalte entourée de grands arbres denses qui obscurcissaient la lumière du soleil, rendant la journée plus sombre et plus lourde que je ne l'aurais souhaité. La température à l'intérieur de la voiture était froide, et l'air à l'extérieur du véhicule, encore plus. Je m'éloignais de plus en plus de ma route, mais le GPS insistait pour que j'étais sur la bonne voie. La frustration grandissait lentement, comme un rhume qui m'enveloppait et me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas si cette sensation était due à la peur ou à la fatigue. Le mouvement de la voiture semblait envoûtant, le bruit constant du moteur noyait mes propres pensées. Je pouvais sentir la tension dans mes épaules, les mains agrippant fermement le volant, comme si c'était le seul point de contrôle que j'avais encore. La route était encore déserte, sans aucun signe de vie, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'avais quitté la France pour prendre des photos le long de mon périple vers le lac Aubercé, mais tout semblait mal tourné. Ce qui semblait autrefois être une aventure tranquille se transformait en quelque chose de troublant. La solitude était écrasante. Il n'y avait plus ce sentiment de liberté qui accompagnait le fait de voyager seul. Non, maintenant il n'y avait plus que le sentiment d'être piégé, dans un endroit que je ne comprenais pas, sur un chemin sans fin. Soudain, quelque chose au loin a attiré mon attention. C'était un enfant. Au milieu de la route, à quelques mètres de là, un petit personnage se tenait debout, me tournant le dos. Le soleil, qui se cachait maintenant derrière les montagnes, projetait une lumière dorée qui illuminait l'enfant d'une manière presque surréaliste.
Elle était vêtue d'un manteau sombre, qui traînait le long des rochers et de l'herbe environnant. Un sentiment de malaise m'envahit tandis que mes yeux se fixaient sur ces petits dos inoffensifs. C'était un contraste si abrupt que je n'arrivais presque pas à le digérer. Un enfant seul, au milieu d'une route déserte, alors que le jour se transforme en nuit. La route était vide, sans aucun signe d'adulte autour. Pas de voiture, personne qui pourrait être là pour s'occuper d'elle. Un frisson m'a parcouru le dos, mais je ne pouvais pas dire si c'était par souci pour l'enfant ou par le sentiment que quelque chose n'allait pas. « Hé, ça va ?» j'ai crié, appuyant déjà légèrement sur l'accélérateur et ralentissant. Rien. L'enfant n'a pas bougé. J'ai essayé à nouveau, en klaxonnant, mais la silhouette n'a toujours pas réagi. Cela ressemblait plus à un point fixe sur la route, une présence au milieu de nulle part. Le temps semblait avoir ralenti et je me suis retrouvé aux prises avec l'anxiété croissante. Avec la voiture arrêtée et le bruit du moteur maintenant étouffé, j'ai pris un profond soupir. Peut-être était-ce juste un enfant perdu. Peut-être s'était-elle éloignée d'une promenade et était-elle devenue désorientée. Le scénario était étrange, mais ce n'était pas impossible. Je ne pouvais pas passer sans m'assurer qu'elle allait bien. Je suis sorti de la voiture d'un pas hésitant. Le froid mordant de l'air de la montagne m'a immédiatement enveloppé, mais la sensation d'inconfort dans ma gorge était plus suffocante. J'ai dégluti difficilement et je suis allé vers l'enfant. « Es-tu perdu, mon garçon ?» Chaque pas semblait résonner sur la route silencieuse. En m'approchant, mon cœur a commencé à battre plus vite et un sentiment étrange m'a submergé. L'enfant me tournait toujours le dos, immobile, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Sa vue, seule là, semblait de plus en plus irréelle. Comment quelqu'un pouvait-il se trouver dans un endroit aussi isolé, sans que rien autour de lui ne semble indiquer son origine? Quand j'étais à quelques mètres, j'ai senti une légère pression dans ma poitrine, comme si quelque chose d'invisible me repoussait. La peur a commencé à se répandre comme un nuage noir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose m'a dit que je devais l'atteindre. Et puis, c'est à ce moment précis que l'enfant a tourné la tête. C'était si rapide, si abrupt. La tête tourna à une vitesse anormale. Je n'arrivais pas à réagir à temps, je ne pouvais pas m'éloigner, je ne pouvais rien faire d'autre que regarder, fixer mes yeux sur cette transformation. Le visage de l'enfant s'est révélé devant moi en un clin d'œil, et ce que j'ai vu m'a fait tourner l'estomac. Ce n'était pas un visage humain. Ce n'était pas un visage d'enfant. C'était un masque de hibou, aux yeux immenses et démesurés, sombre comme la nuit la plus sombre. La peau qui l'entourait paraissait grise, presque cadavérique, et la bouche, bien qu'immobile, semblait s'ouvrir en un sourire grotesque, comme si elle se moquait de moi. Je ne pouvais pas détacher mes yeux. Je ne pouvais pas traiter ce que je voyais, comme si le temps s'était arrêté autour de cette vision. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de courir, mais mon corps ne bougeait pas. J'étais paralysé, absorbant la vue de cette chose qui ne devrait pas exister là-bas. Et soudain, le monde a commencé à se déformer. Les couleurs de la route, du ciel, des champs environnants, tout s'est tordu en une spirale d'ombre et de lumière, jusqu'à ce que l'image de l'enfant s'estompe, comme si l'air même autour de moi s'était dissous. Et puis, je me suis réveillé. La chaleur du cauchemar était encore en moi, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans le siège du conducteur, la voiture s'est arrêtée sur le bord de la route. Le bruit du moteur était toujours présent, mais le silence qui l'entourait semblait plus absolu que jamais. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans ma poitrine, le froid pénétrant maintenant jusqu'aux os, mais le sentiment de cauchemar planait toujours au-dessus de moi, comme une brume qui ne se dissipe pas. J'ai regardé autour de moi, et tout m'a semblé normal. Il n'y avait pas d'enfant sur la route. Il n'y avait pas de masque. Juste la route déserte devant moi, le phare de la voiture toujours allumé, éclairant le néant. Le cauchemar semblait être derrière lui, mais l'inconfort demeurait. Ce ne pouvait pas être juste un rêve. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce que c'était. La peur était réelle, le sentiment était réel. Juste un cauchemar, marmonnai-je, essayant de me convaincre que tout allait bien. Je me suis forcé à respirer de manière plus contrôlée, en essayant de me débarrasser du sentiment d'être toujours observé. Mes doigts étaient froids sur le volant, et j'ai regardé sur le côté. Le paysage était le même qu'avant, mais l'horizon était maintenant plus sombre, comme si le temps s'était accéléré sans que je m'en aperçoive. J'avais besoin de sortir d'ici. Le sentiment d'être piégé dans cet endroit semblait me serrer de plus en plus. Le GPS fonctionnait toujours et la route s'étendait toujours devant moi. Je ne savais pas ce que le destin me réservait, mais je savais que pour aller de l'avant, je devais me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Le lac Aubercé m'attendait, et avec lui, j'imaginais que le silence de cette route allait enfin cesser. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai éteint les phares et, les mains tremblantes,
j'ai remis la voiture en mouvement. Le bruit familier du moteur m'a un peu calmé, et la route a commencé à me sentir plus normale. Le ciel était encore nuageux, la lumière du jour laissant lentement place à l'obscurité qui engloutissait déjà la route. J'ai continué le voyage, malgré la sensation étrange et l'agitation croissante. Que pouvais-je faire d'autre? J'avais besoin de passer à autre chose. Le bruit de la pluie frappant le pare-brise est devenu de plus en plus constant. La route semblait s'étendre à l'infini devant moi, les phares de la voiture n'éclairant que le chemin juste devant moi, tandis que le reste du monde autour d'elle semblait une tache sombre et floue. Je commençais à m'impatienter. Le GPS était toujours verrouillé et la radio, maintenant complètement statique, n'aidait pas. Je me sentais de plus en plus seul. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mon esprit n'arrêtait pas de vagabonder. La tête légèrement inclinée, j'ai essayé de déplacer à nouveau l'écran du GPS, en appuyant sur les boutons comme s'il était possible de le forcer à fonctionner. L'écran, une fois de plus, clignota et se figea. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Du coin de l'œil, quelque chose bougea. Une petite figure. J'ai pensé que c'était une illusion, une ombre. Mais quand j'ai tourné mon regard vers l'avant, mon corps s'est figé. Il y avait un enfant au milieu de la route. Je ne savais pas si c'était de la panique ou de la surprise, mais quelque chose en moi m'a immédiatement alarmé. Elle était là, sur le dos, complètement immobile. C'était elle, la même enfant dans mon rêve, mais qui me regardait droit dans les yeux avec ce masque de hibou qui me donnait des frissons. La terreur a traversé mon esprit avec une lame tranchante. Avant que je puisse penser à quoi que ce soit, mes réflexes se sont mis en marche. J'ai mis mes deux mains sur le volant et j'ai tourné brusquement pour faire une embardée. Mais il n'avait pas le temps. La voiture a dérapé, la roue a glissé sur l'asphalte mouillé, et je n'ai pas pu m'empêcher de crier. La voiture a fait un mouvement incontrôlé, presque comme si elle dansait, et l'enfant a disparu dans ma vision périphérique. Le seul bruit que je pouvais entendre était le cri étouffé de ma propre peur, mélangé au bruit assourdissant des pneus qui grinçaient sur la route. Il était trop tard. La voiture s'est mise à tourner, à perdre le contrôle, et j'ai vu un arbre s'approcher dangereusement. L'impact a été brutal. Quand j'ai finalement réalisé que la voiture s'était arrêtée, une douleur atroce s'est répandue dans tout mon corps. Ma tête bourdonnait et mon corps était pressé contre le siège auto. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni où c'était. Le froid commençait à m'envahir, ma vision était floue et les bruits autour de moi étaient étouffés, comme si tout se passait très loin. Ma main, qui était toujours sur le volant, était froide et engourdie, mais la douleur que je ressentais dans ma poitrine et ma tête était beaucoup plus forte. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais le monde autour de moi continuait de tourner. Le sentiment d'être à la dérive, de ne pas avoir le contrôle de mon propre corps, me terrifiait. Je me suis forcé à regarder dehors, en essayant de concentrer ma vision sur ce qui m'entourait. L'arbre était juste à côté de la voiture, une vision brouillée par la pluie. Je ne savais pas si j'avais vraiment touché ou si je rêvais. Tout me semblait lointain, comme si le monde s'était éloigné de moi. J'ai pris une profonde inspiration, mais l'air était dense, difficile à respirer, comme si chaque respiration était une lutte. Mes jambes tremblaient, et quand j'ai essayé de bouger, une vague de douleur a envahi mon corps. Je pouvais à peine bouger. La douleur dans ma tête avait l'impression qu'elle allait m'avaler. J'ai touché mon visage et j'ai senti quelque chose de collant, de chaud. Sang! Mon estomac s'est retourné. La douleur dans mes côtes était également insupportable. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je savais que quelque chose n'allait pas. La porte était froissée et je pouvais à peine l'ouvrir. La voiture était encore partiellement au milieu de la route, mais l'impact avec l'arbre m'a poussé sur le côté. Je me suis forcé à sortir de la voiture. Ma vision était floue, mais je pouvais voir les arbres autour de moi, hauts et denses, s'étirer dans le ciel. J'ai essayé de me relever, mais je suis retombé, la douleur dans ma jambe me faisant crier doucement. Chaque mouvement était une torture, et le froid me faisait ramper la peau. Je me suis accroché sur le côté de la voiture, essayant de sortir mon corps, mais la force semblait m'échapper à chaque seconde. J'ai pris une respiration plus profonde, ravalant la panique qui montait en moi. Mes yeux pleuraient à cause de l'impact et de la douleur, et je pouvais sentir la pression dans ma poitrine, la sensation d'étouffement. Que faisait cet enfant au milieu de nulle part? D'où vient-il? Plusieurs questions me sont venues à l'esprit en même temps que la douleur s'emparait de mon corps. J'étais perdu. Le bruit de la pluie qui battait les arbres se mêlait à mes efforts pour marcher. Chaque pas semblait plus éloigné que le précédent, et ma vision se brouillait. La douleur dans les côtes et la cheville m'empêchait de suivre le rythme, et les arbres autour de moi se mirent à tourner dans un étrange tourbillon, comme si j'étais dans un rêve. J'essayais désespérément de me concentrer, de garder mes sens, mais tout autour de moi me semblait flou. Je pouvais à peine voir où j'allais, mais quelque chose me disait que je devais continuer. Mes yeux,
larmoyant de douleur, se concentrait sur une tache sombre devant moi. Je me traînais un peu plus longtemps, traînant mon corps presque paralysé par la fatigue. J'avais mal au ventre, la nausée m'envahissait, mais la peur de m'évanouir là, seul, me faisait avancer. C'est à ce moment-là que mes pieds ont trébuché sur quelque chose. Une bûche tombée? Non, autre chose. J'ai essayé de me relever, mais mes forces m'échappaient. Je me traînais en avant, les mains tremblantes de douleur, puis les yeux fixés sur quelque chose sur le sol devant moi. C'était un totem. L'épouvantail rustique était debout, ou ce qu'il en restait. Faite de branches sèches et de paille, la silhouette était effrayante. Le visage du masque de hibou, avec ses yeux exagérément grands et vides, me regardait. Elle semblait être là depuis le début du monde, attendant quelqu'un comme moi. J'avais froid aux mains, et j'étendis un bras, toujours tremblant, vers le totem. Quand j'ai touché la branche, une sensation de froid m'a traversé, plus profonde que le froid de la forêt elle-même. Ce n'était pas un totem ordinaire. Quelque chose semblait m'appeler, m'entraîner dans quelque chose de beaucoup plus grand que je ne pouvais comprendre. Je ne savais pas si c'était réel ou une autre hallucination générée par la douleur, mais j'avais besoin de toucher, j'avais besoin de comprendre ce que ce totem représentait. Tandis que mes doigts effleuraient la branche, une ombre semblait s'étendre sur moi et le monde autour de moi se déformait. Le froid s'est intensifié et l'obscurité a englouti ma vision. J'ai senti ma conscience s'échapper, les forces s'éloigner comme du sable entre mes doigts. Avant de tomber complètement, la dernière pensée qui m'a traversé l'esprit était une certitude affligeante. Je n'étais plus seul. Qu'est-ce qui m'arrivait? Que signifiait ce totem? Je savais pas. Je savais juste que quelque chose m'avait trouvé. Quelque chose de bien pire que ce que j'imaginais.